Bienvenue donc pour cette troisième rencontre à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent autour du rock et de ses objets cultes. Et pour nous en parler, nous n'avons pas été par quatre chemins. Nous avons demandé au plus passionné des collectionneurs d'objets rock, celui qui passe sa vie à pister, ici un transistor, là un Perfecto, ici une Harley, là des Ray-Ban, ici une Fender Telecaster. Ah, des centaines, des milliers de 45 tours. Je peux passer une heure à énumérer votre caverne d'Ali Baba, Hugues Cormière. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous n'êtes pas né à la Saint-Hugues, un 1er avril, non, mais le 30 août, comme d'illustres dessinateurs, tels Jacques Tardy, Robert Crumb, Laurent de Brunoff, le père de Babar. Ceci explique peut-être votre passion pour le dessin et la bande dessinée qui vous a tout naturellement mené aux Beaux-Arts. Mais croquer des modèles vivants à longueur de journée a fini par vous lasser. Vous claquez la porte de l'école au bout de 2 ans, content quand même d'avoir été initié au monde de l'art et à ses horizons infinis. Et à défaut de devenir Hergé, votre idole absolue, vous devenez Hugues Cormière, spécialiste de la communication visuelle dans une agence de pub, car depuis longtemps, tout ce qui touche à la typographie, au graphisme et à l'affiche vous passionne. Les éditions La Martinière vous doivent leur premier catalogue, la Cité des sciences et de l'industrie leur collection Explora, et les étudiants du pôle du métier du livre leur initiation au métier de graphiste. Mais tout ceci ne vous détourne pas de votre passion première et éternelle, la collectionnite aiguë, un virus que vous attrapez dès l'âge de 6 ans. Ça commence par les cailloux des rivières du Nord où vous habitiez, des cailloux que vous amassez autour de votre lit, et ça se poursuit avec les instruments de reproduction sonore dont vous connaissez à peu près toute l'histoire. Cet amour des objets, vous le devez, paraît-il, à votre mère qui, en binant dans le jardin de la propriété familiale du Nord, Pas-de-Calais, est maintes fois tombée sur des balles, des baïonnettes et autres casques allemands ou même américains, vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Leur Première Guerre mondiale, pardon, bien évidemment. Alors, par quel biais vous en arrivez au rock? Par l'argent. En 1973, vous écoutez Monet des Pink Floyd, et vous vous dites « Waouh, c'est autre chose que Clo-Clo et Jolie, bien évidemment ». Vous ne crachez pas non plus sur la scène alternative française. Votre album culte, comme celui de toute une génération, a pour titre obsolète. Son auteur-interprète est un garçon grassouillé, aux cheveux ébouriffés, à la moustache épaisse. Il a pris comme pseudonyme Dachiel et Dayat. On le connaîtra davantage sous son autre pseudo de romancier, Jacques-Alain Léger. Et je vous remercie infiniment de m'avoir fait découvrir Jacques-Alain Léger, chanteur, que j'ignorais complètement. Votre univers musical s'étend donc du rock underground aux Beatles, et d'un univers à l'autre, toujours le même point commun, l'argent. L'argent que vous dépensez en achetant des disques et des chaînes hi-fi de plus en plus sophistiquées pour les écouter. Mais c'est votre première guitare électrique, la Fender Telecaster, achetée à San Francisco en 1993, qui marque un tournant. Désormais, votre obsession de la collection se concentre sur les objets du son et du rock. Vous pensez à un moment faire un musée du son. Vous commencez par organiser une expo à la Cité des sciences et de l'industrie. Son titre, Sounds Good, il deviendra le nom de votre boutique au marché Dauphine à Saint-Ouen, où l'on trouve tout, absolument tout ce qui a trait au rock et à la musique. Quelques-uns de ces objets les plus emblématiques, vous les avez regroupés dans ce beau livre, Les objets cultes du rock, qu'on peut retrouver à la sortie aux éditions Grund. Mais avant d'en détailler l'histoire de plusieurs d'entre eux, quel a été, Hugues Cormière, votre objet culte à vous? Un objet culte à moi, c'était, je ne sais pas, peut-être la guitare dont vous parlez, cette Telecaster qui a engagé plein de suivants, en fait. Et alors, vous la trouvez comment? Vous tombez dingue d'elle comment? Racontez-nous. Ouais, je connaissais ces guitares par l'amour que j'ai pour la musique et des musiciens qui la jouent, mais la première fois que j'en vois une en vente, une vraie américaine, parce qu'en France, c'était compliqué, surtout en province. Il y avait peu de magasins de musique qui étaient achalandés en guitare américaine. Et en voir une comme ça sur un trottoir en sortant d'un restaurant, c'est chaud, et ben voilà, je me suis dit, en plus ça n'était pas cher, donc voilà, je me suis dit... On l'a en image? Je crois qu'on a ça quelque part. Ah. Tous appartiennent à Hugues Cormière.
Voilà. C'est exactement The Watch. Alors, le rock a créé de nouveaux codes vestimentaires, on apprend en feuilletant votre livre. Quel look avez-vous pendant toutes ces années? Étiez-vous un good boy, un bad boy? Les cheveux longs? Bon, je sais pas, j'étais un garçon comme les autres, je pense. À un moment au Beaux-Arts, on a été peut-être un peu plus loin dans le radicalisme de notre allure, c'est-à-dire qu'on s'était coupé les cheveux très très courts, avec une dressée sur la tête, rasé derrière, enfin bon, c'était les années 80. C'était un icône, quoi. Oui, voilà. On a compris que le rock se compose de plusieurs tribus, chacune se caractérisant par un look spécifique. On va commencer par les ancêtres, effectivement, des rockers, que l'on a appelés les Teddy Boys. Alors, qui étaient-ils? Où vivaient-ils? Que portaient-ils? Alors, les Teddy Boys, en fait, c'est une des premières tribus de street gang, on va appeler ça un street gang, de lookés. C'est-à-dire qu'ils avaient un look qui s'inspirait, en fait, s'il s'appelle Teddy Boys, c'est parce qu'il s'inspirait de vêtements qui étaient portés sous le règne d'Édouard VII. Donc le diminutif d'Édouard en anglais c'est Ted, Teddy Boys. Au début ils s'appelaient les Koch Boys, mais bon, après c'est devenu Teddy Boys en référence à leur accoutrement. Donc c'était des vestes en drap de laine très longues, des pantalons serrés sur les chevilles, et puis surtout les cheveux gominés et relevés sur la tête comme ça, un peu à la Zazou des années 40. Mais alors, c'était quoi, les années 40-50 ou C'était la fin des années 40, oui. La fin des années 40. Teddy Boys, c'est pour les Teddy Boys. Oui, j'ai retrouvé effectivement la chanson des Zazou. Il disait les cheveux frisottés, le col haut de 18 pieds, le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu en haut des genoux, et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, de grosses lunettes noires, et puis surtout, ils ont l'air dégoûtés. Est-ce qu'ils avaient l'air dégoûtés, les Teddy Boys? Je pense pas que c'était des gens qui étaient... ça vient en fait, les Koch Boys, Teddy Boys, c'était des street gangs, donc ça vient du milieu prolétaire anglais. C'était pas des blasés, c'était pas des monstres, c'était des bandes de jeunes. Mais ils étaient à Londres même, ou bien ils étaient... Oui, plutôt dans la banlieue de Londres, évidemment, mais c'est parti de là. Oui. Est-ce qu'ils étaient bagarreurs? Est-ce qu'ils étaient... Alors j'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans la salle. Même s'il y en a. Il y a une espèce de tradition, enfin moi je viens du Nord et on connaissait bien les Anglais, on allait souvent en Angleterre, et il y a une espèce de tradition du vendredi soir anglais qui fait qu'on va au pub, on va ensuite dans des ballrooms et après on fait une petite bagarre. Donc ça c'est... il n'y a pas que les Teddy Boys qui se battaient. Voilà. Est-ce qu'ils utilisaient par exemple ce couteau à ouverture automatique, les stilettos à cette époque? Peut-être que les Teddy Boys en avaient, mais c'était plutôt un outil des gangs américains ou italiens. Est-ce qu'on peut voir le stiletto? Il me semble que vous en avez. Et puis revenir un peu, voilà, revenir un peu sur... C'est le fameux couteau à cran d'arrêt, qui en fait est une mauvaise appellation, parce que c'est un couteau à ouverture automatique, normalement on appelle ça. C'est le couteau qu'on voit dans West Side Story, etc. Voilà. Donc ça c'est plutôt les gangs portoricains, américains. La Fureur de Vivre, etc. Ouais. Ils ont tous effectivement ce stiletto-là. Et donc, on a vu effectivement cette veste en drap de laine, le col est revers en velours, le pantalon court étroit, vous disiez, chemise blanche, cravate fine, et au pied, j'ai lu qu'ils adoraient porter soit les Oxford, soit les Creepers, c'est vrai? Alors, les Creepers, ça a été porté par les premiers qui ont porté ça, c'était les Teddy Boys. Et les Creepers, ça ressemble à quoi? Elles ressemblent à... ça. Ah. Alors ça, c'est le modèle des années, du début des années 80. Alors je vous précise aussi, dans ce bouquin, donc ça c'est les photos qui sont tirées du bouquin, la plupart des objets, ce sont les miens, en fait. Qu'il a bien porté. C'était mes Creepers, qui datent de 81 ou 2, je crois, que j'avais acheté à Lille. Et ça, c'est les Creepers des punks, en fait, parce qu'on les reconnaît à la boucle comme ça. Les premières, en fait, avaient des lacets, et elles étaient souvent bleues, d'où la chanson d'Elvis aussi, Blue Suede Shoes. C'était ça, Blue Suede Shoes. Et donc, c'était effectivement quoi? C'était les modes de banlieue, c'était... pas
racontez-moi un peu. Qui les a créés, les Flippers? Pourquoi effectivement cette semaine? Les Flippers, en fait, c'est une invention, c'est la semelle de crêpe, c'est une invention technique qui est apparue à la fin des années 30. Et il y a deux chausseurs qui l'ont utilisé, c'était Clarks pour les Desert Boots et William Cox pour les Creepers. Ça s'appelait les Brother Creepers en anglais. Et donc on dit effectivement que ce sont les seules chaussures, j'allais dire confortables, de toutes ces panoplies. Oui, c'est vrai que les Creepers c'est très confortable vu qu'on est sur un tapis de crêpe. Et alors, est-ce que effectivement vous disiez dans les pubs, ils adoraient aller dans les pubs, etc. Ils jouaient aux flippers? Est-ce que c'était la mode des flippers? Ils pouvaient jouer aux flippers. Les premiers flippers arrivent en 47. Donc les flippers, c'est les petites nageoires. En fait, ça veut dire nageoires, c'est les petites nageoires qui sont en bas de l'appareil et qui servent à pousser la boule vers le haut. Et ces premiers flippers arrivent en 1947. Donc c'est arrivé en Angleterre, en France, aux États-Unis, tout ça en même temps. C'était des jeux de café qui ont été très répandus jusque dans les années 80, 90. Début des années 90, ça commence à disparaître. Et dans le livre, on voit effectivement des flippers qui sont customisés. Alors le flipper, en fait, a fini comme ça. Les derniers modèles étaient des modèles électroniques. Voilà, ça c'est un flipper de chez Bally qui s'appelle le Rolling Stones, donc qui était sorti en 78. Et ça, c'est une des dernières évolutions du flipper, en fait, le flipper électronique. Et il y a un âge d'or des flippers, ou bien, parce qu'aujourd'hui, peut-être... je dirais que c'est les années 60-70 où c'était vraiment, il n'y avait pas un café, où il y avait, même là pour le coup, je viens de la province, et dans n'importe quel bistrot de patelin paumé, il y avait un flipper. Les premiers flippers sont apparus en 47, avez-vous dit? Et où? Aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement. Et tout arrivait très vite, finalement. C'est des industries qui ont été très prolifiques et qui sont exportées un peu partout. Il y avait aussi aux États-Unis, il y avait des... parce que on a fait des raccourcis pas mal sur les flippers. Tous les fabricants de flippers viennent de Chicago. Parce que... Et on a longtemps dit que c'était un moyen de blanchir l'argent de la pègre de Chicago, ça. Et donc à New York, il y a eu une loi qui est passée jusqu'en 1976, je crois, c'était interdit dans la ville de New York. Les flippers étaient interdits parce que c'était pas considéré comme jeu c'était considéré comme un jeu de hasard. Et les jeux de hasard étaient interdits. Et à partir de quelle année, effectivement, la loi est tombée? 76. 76. Mais pendant ce temps-là, tous les autres pays du monde ont accueilli les flippers à bras ouverts. Notamment en France et dans le Nord, on l'a bien compris. Et on écoutait de la musique. Et on écoutait de la musique grâce au jukebox. Ça aussi, c'était très, très fréquent. Alors pareil, le jukebox, ça a été inventé vers les années 30 et les premiers, donc il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de disque 10 000 comme maintenant. Il y avait des 78 tours, donc les 78 tours, c'était beaucoup plus compliqué à manœuvrer par des automates. Parce qu'un jukebox, c'est un automate qui place les disques et puis qui les lit automatiquement. Les premiers jukebox à vinyle sont apparus donc avec le vinyle au début des années 50 et là ils ont commencé à vraiment être importés en France et ailleurs en Europe à partir des années 50. Ouais. Vous en avez un bel exemple d'ailleurs de jukebox. Si mes souvenirs sont bons. J'ai un beau Wurlitzer de 56. Que vous avez trouvé où? Ah, celui-là, il n'est pas à moi, celui-là. Je n'ai pas tous les objets pour rien. Ça, c'est mon ami Patrick Guérin qui a une boutique qui s'appelle Vintage Gallery, qui est spécialisée en jukebox notamment et en flipper aussi. D'ailleurs, le flipper, avant, c'était à lui aussi. Et ça contient combien de disques? Alors, celui-là, il suffit de compter les étiquettes, ça va être une cinquantaine de disques, 45 tours. C'est le max ou Non, il y a eu plein de trucs beaucoup plus. Jusqu'à 145 tours, je crois. Énorme. Alors, est-ce qu'ils étaient, je ne sais pas, c'était D-Boys, ils se déplaçaient à moto, en voiture, c'était quoi la mode? Les Teddy Boys, en fait, ils étaient plutôt piétons, quoi. Avec le parapluie. Pas vraiment, mais c'était des prolétaires, donc ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des motos. Après, il y a eu une évolution des Teddy Boys, justement, il y a une branche comme ça qui est partie sur la moto et qui sont devenus les fameux rockers anglais, donc qui étaient tout en cuir, qui pilotaient des motos anglaises. Alors, avant de parler en effet
des rockers, je voudrais parler de ce qu'on appelle les mods. Qui étaient les mods? C'est quoi? C'est aussi ce groupe? Alors les mods, quand on est en France, on a l'impression que mode, ça parle de mode et donc de fringues, d'allures, etc. En fait, mode, c'est une abréviation de moderniste. Et les modernistes sont apparus à la fin des années 50 avec c'était des jeunes gens qui étaient tout aussi prolétaires que les Teddy Boys, mais qui avaient une espèce d'envie de style de vie, presque de code de vie qui était complètement, pas au-dessus de leurs moyens, mais bon, qui était un truc très... Ils voulaient se la péter. Pas que se la péter, mais bon, c'était, je sais pas, c'était un code de vie. Donc il fallait avoir tel véhicule, telle chaussure, tel pantalon, telle chemise, la mèche comme ça, et voilà. Alors racontez-nous un peu plus. Donc c'était des urbains? Ils habitaient Londres? Oui, ils pouvaient habiter la banlieue londonienne, oui. D'accord. Donc la coiffure, vous dites qu'ils étaient comme ça. C'était quoi? C'était genre Beatles? Ouais, voilà, les Beatles, en fait, au début des Beatles, quand les Beatles ont commencé à être célèbres, et donc ils jouaient en costume, cravate, etc., on a cru que c'était un groupe de mode. Et eux, en fait, ils étaient sur l'ambivalence, parce que en fait, les mods étaient les ennemis des rockers en Angleterre. Il y a eu des bagarres mémorables sur près des pontons de Brighton, notamment, où tout le monde allait le week-end. On prenait, je crois que c'est la M23 qui descend tout droit de Londres jusque Brighton. Tout le monde prenait ça et on se retrouvait sur le bord de mer. Et là, c'était bagarre générale entre les rockers et les mods. Et les uns reprochant aux autres? Ah bah c'était de l'autre côté de la rue, on se croisait. Avant, le rock, maintenant, en fait, quand on parle de rock, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de... Tout le monde prend un peu ici, un peu là, et tout le monde s'y retrouve comme ça. Et avant, il y avait des tribus, et il y avait des tribus qui ne pouvaient pas s'encadrer. Et donc, un mode qui croisait un rocker de l'autre côté de la rue, c'était tout de suite une insulte, et puis après, il traversait, et puis boum, c'était une bagarre. C'était très... Et leur chemise, c'était quoi, par exemple? Ils achetaient les fameuses chemises. D'abord, ils avaient une boutique qui leur était quasiment dédiée. C'était une boutique qui était à Richmond, dans le sud-ouest de Londres. Et Richmond, c'est une banlieue qui a été célèbre dans le début des années 60, parce que c'est là qu'on commençait à avoir du succès, les Stones, les Yardbirds et les Who, par exemple. C'est pas celle qui était tenue par Vivienne Westwood? Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Donc là, il y avait une boutique qui s'appelait The Ivy Shop. Et Ivy Shop, ça venait de l'Ivy League, que nos amis américains doivent connaître. L'Ivy League, c'était une espèce de société d'étudiants américains qui, pareil, avait un code d'habillement qui était assez strict. Et donc les premiers modes se sont inspirés de ça. Donc il y avait cette boutique où ils vendaient des chemises de Ben Sherman, des pantalons, les Levi's, c'était des Starpress. C'était pas n'importe quel Levi's, c'était pas le 501 des rockers par exemple. C'était le Starpress. Qui était un pantalon qui est apparu au début des années 60 et qui avait la particularité d'avoir un pli qui ne nécessitait pas d'être repassé. Il y avait toujours le pli parfait sur le pantalon. Donc ils portaient ça, ils portaient des Clarks, ils portaient plein, enfin je sais pas, des vestes de costume, des polos Fred Perry aussi. Et puis par-dessus tout ça, ils mettaient une parka et ils enfourchaient leur scooter. Et ils roulaient avec ça. C'était Vespa. Ouais. Ah oui, donc ils étaient quand même, ils choisissaient, c'était une mode italienne pour la Vespa. Voilà, il y avait les Vespa et les Lambretta aussi, évidemment. Les scooters italiens, c'était leur moyen de locomotion. On peut passer par exemple la Vespa que vous avez qui est très belle, le Lambretta également. Oui, ils étaient très raffinés. Donc en gros, les équipements de mode, c'était, il y avait ça, le véhicule, les chaussures. Ça c'est les classes. Oui, les classes, parce qu'on va revenir. Ils mettaient ça par-dessus tout pour protéger, en fait, ils protégeaient leur parce que vous connaissez le climat anglais. Il fallait protéger les vêtements avec quelque chose de bien utile. Et en fait, ça, c'était ce qu'ils avaient trouvé de plus pratique. Ça se trouvait sur les surplus américains dans les années 60. Donc ça, on avait des quantités énormes de ces vêtements-là. Par KS M51, c'est bien ça? Ou M65?
Alors la M51 ou la M65, c'était des parkas qui étaient donc pour l'armée américaine, qui sont maintenant très recherchés par les gens qui cherchent des codes mods comme ça authentiques. Aujourd'hui. Et par exemple, ça se vend, ça s'achète à combien? Une M51 comme ça coûte dans les 400-500 $ maintenant. Et ça se trouve? Oui, ça se trouve sur le net. Il y a des boutiques qui sont spécialisées là-dessus. Voilà, on peut trouver, mais ça coûte dans les 500 $. Vous parlez effectivement de l'armée américaine qui a quand même fourni pas mal d'objets aux rockers. Donc il y a effectivement les parkas et les Clarks qu'on vient de voir, les chaussures. Est-ce qu'ils proviennent également de l'héritage militaire? Alors, indirectement, les Clarks proviennent de l'héritage militaire, puisque c'était les chaussures que mettaient les militaires qui étaient basés au Caire pendant les années 40, donc qui surveillaient le canal de Suez. Il y avait, je crois que c'est la 8e armée anglaise, qui était basée au Caire, et dans les souks du Caire, les artisans locaux fabriquaient des chaussures comme ça, avec une semelle de crêpe, et il y a juste 2 bouts de cuir, comme ça, qui sont découpés de cette façon-là, qui sont cousus, et voilà, ça faisait des petites chaussures légères, qui étaient parfaites pour se balader dans le désert ou dans les pays chauds. Voilà. Et donc, c'est en voyant ces chaussures au pied des militaires qui rentraient en permission à Londres que le jeune Nathan Clark, Monsieur Clark, a eu l'idée d'en faire une série, et puis il a eu beaucoup de succès, notamment chez les étudiants, les modes, etc. Oui, parce que ça a été le symbole de la coolitude absolue quand même. Ah oui, ça c'était... Quand on regardait les chaussures de nos collègues à l'école, sur les bancs d'école, celui qui avait des Clarks, c'était forcément le mec ou la nana cool. Alors, quand on fumait beaucoup, j'imagine à l'époque, est-ce que les hippos, vous voyez ces briquets, effectivement aussi... Alors ça aussi, c'est un héritage des pactages de militaires américains qui sont arrivés en masse en 1944, donc quand les Américains ont débarqué en Europe. Ils sont arrivés avec leur petit briquet tempête là, à essence, et ça s'est répandu partout. Vous en avez un, il me semble. Voilà, The Zippo. Donc on a parlé effectivement des polos Fred Perry. Vous aviez dit effectivement que ça faisait partie de la panoplie des modes. Bon, alors les Fred Perry, c'est pas l'armée, mais c'est le sport. Voilà. On peut revenir sur la... Donc le sport, c'est un peu plus étonnant quand on peut se dire qu'est-ce que viennent faire les articles de sport dans le rock et la musique. Et il y a effectivement très peu de cas de figure comme ça, mais il y en a quelques-uns quand même, et pas des moindres. D'abord, il y a les Converse All-Star, qui datent quand même du début des années, début du siècle, je crois, c'est de la création, ça doit être des années 10 ou... Ça m'échappe la date, mais c'est assez ancien. Donc il y a ça. Et là, c'était le basket, hein, c'était... Voilà. Donc alors, Clarks. Oui, les Converse, pardon. Les Converse, pardon, oui, les All Stars. Donc, durant les années 20, donc c'est... Je crois que c'est les années 20. Donc c'est quand même, le joueur qui s'appelait, comment il s'appelle? C'est 1917, les premières en fait. Bon, qui n'avaient pas exactement cette allure-là, mais ce modèle-là date on va dire des années 30, je crois. Avec les petites étoiles, le petit macaron avec l'étoile sur le côté, ça date des années 30. C'était l'équipe olympique des États-Unis qui avait eu les premières. Et donc il y a ça qui a été repris surtout par les punks en fait, et puis après par le grunge, même des séries spéciales, Kurt Cobain. Mais il y a même les Pink Floyd ont fait des éditions limitées, à CDC. Qui ont leur série spéciale maintenant. Mais sinon, on a en article de sport donc le fameux polo Fred Perry, donc ça c'était les mods, puis après les skinheads qui ont récupéré ce Fred Perry, c'est quand même assez intéressant parce que c'est la fin des années 40. C'est début 50. Début 50, d'accord. Et c'est effectivement Monsieur Fred Perry, qui
C'était un champion. Champion de tennis, ouais, qui a lancé sa marque comme Lacoste avait lancé la sienne. Quoi. Ah, bien avant Lacoste. Ah non, après. Après Lacoste. C'est les années 30. Pardon. Désolée pour l'ignorance totale pour M. Lacoste. Et puis, effectivement, c'était cette couronne de laurier. Voilà. Ici, il est un peu spécial. Ça, c'est un modèle particulier qui avait été créé en 2009 pour les 30 ans des Specials. Et comment ça se fait, effectivement, qu'il se soit intéressé à ces produits de sport alors que... Les mods, en fait, mettaient ça, parce que c'était un article qui était hyper pratique pour sortir le vendredi soir, justement. Quand on va en club, on danse, on transpire, et voilà. Ça, c'était parfait pour sortir en boîte. Et la casquette, est-ce qu'ils se sont appropriés la casquette? Les casquettes de baseball, c'était aussi pareil, c'est une invention américaine, je ne sais pas si on ne doit pas l'avoir dans le slide, mais les casquettes de baseball, c'est tout début du siècle. Les rockers ne sont pas trop servis de la casquette de baseball, ça c'est vraiment les rappeurs qui sont jetés là-dessus. Tout mouvement hip-hop a récupéré ça. Puis après, quelques rockers du style Bruce Springsteen, on l'a vu souvent avec des casquettes de baseball. De façon épisodique, comme ça, on peut avoir des utilisateurs dans le rock, des casquettes, mais c'est surtout le rap qui est. Il n'y a pas un rappeur sans sa casquette de baseball. Et ça continue. Et donc, il y a aussi un objet transversal que, effectivement, je ne connaissais pas son nom, c'est le blouson G9. Je vais vous demander de montrer ce blouson G9 et de nous raconter l'histoire. G9, c'est une création d'une marque qui s'appelle Barracuda. C'est un blouson de golf à l'origine. Et ouais, encore un article de sport qui arrive dans le rock. Et lui, il arrive dans le rock par les mods. Donc c'est les mods qui mettaient beaucoup ce blouson-là. Puis il faut savoir que les mods ont disparu. La première vague mods a disparu au milieu des années 60. Et il y a une branche des mods qui a créé une autre tribu qui s'appelle les skinheads. Et les premiers skinheads, en fait, ça n'a rien à voir avec les skinheads qu'on connaît maintenant quand on parle de skinheads, c'est tout de suite connoté néofasciste, enfin les mouvements nationalistes, etc. Les premiers skinheads, en fait, c'était des mods qui ont découvert les premières musiques jamaïcaines, donc le reggae et le ska. Ils étaient très férus de ces musiques-là. Et ils avaient des codes vestimentaires aussi spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ont adopté comme c'était des prolétaires aussi, à la base. Donc ils se sont rasés la tête, on appelait ça la coupe suede head, donc la tête comme du daim. Et ils ont mis des Doc Martens que les prolétaires portaient à l'usine. Et puis ce petit blouson là qui était mis souvent sur un jean avec les bords retroussés, un t-shirt et des bretelles. Voilà, c'était l'uniforme du skinhead première vague. Mais de toute manière, ce blouson a été porté d'Elvis à Steve McQueen. Il a traversé les époques. Alors, il a même eu un surnom aux États-Unis qui existe encore maintenant. On appelle ça les Harrington. Et on appelle ça les Harrington parce que il y avait une série qui s'appelait Peyton Place où un des héros s'appelait Harrington et qui était joué par son nom. Enfin bon, c'était un personnage assez emblématique de la télévision américaine. Donc le héros s'appelant Harrington et portant à longueur d'épisode ce blouson, le surnom est resté. Et donc s'il y a des produits, j'allais dire, aussi transversaux que celui-ci, c'est bien le Levi's 501. Ah bah le Levi's, oui, c'est presque le plus vieux de mes objets cultes. Je crois que c'est un des plus vieux en tout cas. Et ça... Bon, alors ça c'est mon jean, il date de 1979. Il a été beaucoup rapiécé. C'était pas des faux trous comme on fait maintenant, c'est des vrais trous. Et donc, ouais, en fait ces jeans là, c'était des pantalons de travail qui sont apparus fin du 19e siècle. Et bon, qui ont été comment dirais-je, des accessoires qui ont été portés par les jeunes gens américains après la guerre. Ils sont sortis de leur contexte de vêtements de travail, en fait, surtout après la guerre. Et des gens qui venaient de cette école très célèbre d'acteurs studio, donc tous les James Dean, les
rando, etc., portaient le jean à la scène, mais aussi à la ville. Et du coup, ce truc-là est devenu le pantalon des jeunes gens, bien avant le rock, dans les années 40-50. Et puis après, quand le rock est arrivé, ça continue. Le jean est resté le pantalon des jeunes gens. Voilà. Même maintenant. Oui. Ça dépasse les rockers, ça dépasse tout, mais effectivement, il a été approprié. Voilà, et après, il y a eu plein d'inspirations, de coupes qui sont arrivées, notamment dans les. Il y a eu une petite perte de vitesse dans les années 80. Et il y a des créateurs comme Marité François Cherbourg, par exemple, qui sont arrivés, qui ont redéfini le style du jean et qui ont fait des baguilles, enfin bon, vraiment eu des trucs dans tous les sens, et pour plaire à tous les publics, quoi, qui écoutent du rap, qui soient punk, qui soient Teddy Boys, j'en passe des meilleurs. Et le 501 reste quand même The Jean. Bah par lui tout est arrivé, c'est le premier modèle de jean. Voilà, en fait, le 501, c'était la relation entre un gars qui s'appelait Jacobs, qui a eu un jour l'idée, pour ne pas déchirer ses pantalons de travail, de mettre des rivets en cuivre. Il a envoyé un modèle à Lévi-Strauss, à San Francisco. Lui, il bossait dans les mines d'or, dans les Rocheuses. Il a envoyé un modèle qui a vachement plu à monsieur Lévi-Strauss. Ils se sont rencontrés, ils ont fait un contrat tous les deux, et puis voilà, en 1871, je crois, ou 73, le 501 est sorti. Et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et c'est-à-dire ils ont été aussi très forts du point de vue marketing. Il y avait l'étiquette qui est venue s'incruster. Enfin, ils ont su. Ah oui, ils ont travaillé tout de suite. Ils ont travaillé tout de suite sur le marketing, la marque avec les chevaux qui tirent le jean comme ça et qui n'arrivent pas à le détruire. C'est le premier logo qui est toujours le logo en 2014. C'est toujours le même logo sur les Levi's. Mais il faut savoir aussi que le Levi's il a été exporté de Californie que dans les années 40. En fait, c'était une petite niche. Il s'est vraiment répandu dans le monde qu'après ça, quoi, quand tous les États des États-Unis ont eu le truc. Et l'usine Levi's, en fait, a eu des gens qui ont copié son jean et qui les ont dépassés dans les années 30, qui sont allés beaucoup plus loin que Levi's en termes de commercialisation, notamment un géant qui s'appelle Lee, et qui était le premier aussi à faire les vestes en jean, qui ont un peu cette forme actuelle, parce que Levi's avait fait des vestes en jean, mais elles étaient plus compliquées, il y avait des espèces de soufflets, enfin c'était pas du tout le design des vestes en jean modernes. Lee a fait ça, ils ont fait fortune avec ça. Ils ont fait des jeans, ils ont fait des salopettes, ils ont fait des trucs comme ça. Et à un moment, c'était les plus grands fabricants de jeans du monde. Et Levi's est revenu après, mais ça a été long, quoi. C'est quand ils ont commencé à exporter de Californie et après dans le monde entier, qu'ils ont commencé à avoir vraiment le succès. Donc c'est un succès un peu tardif pour Levi's. Donc il y a effectivement, du point de vue unisexe, il y a le jean, il y a le t-shirt. Énorme, ouais. The T-shirt. Mais alors, c'est sûr que là, le t-shirt et le jean, c'est le binôme des trucs les plus transversaux, on va dire. Oui, mais alors le t-shirt, il est français, il est américain, c'est quoi l'origine du t-shirt? C'est Marcel ou si on parle de t-shirt, c'est forcément américain, c'est la forme de T, là, en fait, elle est apparue au tout début du siècle, dans la marine américaine, donc c'était un accessoire qui a été donné aux marins américains. Et en fait, il a commencé à se populariser à l'intérieur de l'armée, c'est-à-dire qu'on pouvait le porter dans les sous-marins, les premiers sous-marins américains, on avait le droit de porter le t-shirt sans la veste qui allait au-dessus normalement, on avait une veste ou une chemise. Il faisait tellement chaud dans les premiers sous-marins que les gens avaient le droit de porter le t-shirt. Puis après, c'est devenu un truc qui est resté, et notamment dans les usines, les gens travaillaient en t-shirt. Donc ça a été aussi, par exemple, un accessoire de sport. On l'utilisait beaucoup dans le sport, le t-shirt. Oui, bien sûr, ça a été après récupéré par les équipes de sport, de basket, etc. Ouais. Et donc après, comme vous disiez, c'était Brando. Oui, alors le cinéma, en fait, le cinéma américain a vraiment lancé plein de modes comme ça, grâce à des figures emblématiques comme Brando ou James Dean. Il avait toujours un jean, un t-shirt. Et alors les couleurs, il était blanc.
Ah, il était blanc de base au Blanc début. de blanc. Et après, gris chiné. Voilà, alors en fait, au début, il y avait deux choix de t-shirts, c'était gris chiné et blanc. Il y a une maison qui s'appelait Fruit of the Loom, qui était sur la côte est américaine, qui était le plus grand fabricant de t-shirts aux États-Unis et donc au monde. Et puis après, alors je n'ai pas de date précise, mais je crois que c'est surtout après la guerre, on a commencé à avoir des t-shirts imprimés qui sont arrivés avec des motifs de communication tout bête, quoi. On avait de la publicité ou de la décoration, des grosses compagnies comme Walt Disney qui faisaient des t-shirts avec des Mickey, des Donald, tout ce qu'on veut. Et apparemment, ils ont été les premiers Walt Disney à customiser le t-shirt. Voilà, en fait, il fallait de gros moyens pour imprimer tous les t-shirts en masse et Walt Disney avait les moyens. Mais après, ça s'est vraiment répandu. Et c'est devenu un moyen de communication. Voilà, tous les gros... Il n'y avait pas une société qui n'avait pas son t-shirt ou une université ou un groupe de rock. Et donc le t-shirt, on le porte sous le perfecto. L'été, oui. Oui, l'été. Ah oui. Le perfecto, c'est une grande invention quand même. Alors le perfecto, oui, et puis alors le perfecto, c'est une invention qui date de... Alors les premiers qui ont fabriqué ça s'appellent les frères Schott. Les frères Schott, ils ont ouvert leur boutique en 1913, donc il y a plus de 100 ans, il y a 101 ans. Et aujourd'hui encore, c'est l'arrière-petit-fils qui préside la société Schott, donc ils sont dans le New Jersey. Ils étaient à New York au début, et maintenant ils sont dans le New Jersey, mais ils sont dans le New Jersey depuis très longtemps. Et c'est une histoire de famille. Et en fait, ces gens-là ont sorti en 1928, en voyant que les motards se développaient de plus en plus, la motocyclette s'est vraiment développée dans les fin des années 20. Et les gens en moto roulaient avec ce qu'ils pouvaient récupérer. Alors ils avaient des manteaux d'aviateurs, des gros machins en cuir énormes qui n'étaient pas très pratiques, des bottes de cheval, ou alors des bottes avec des lacets au bout. C'est devenu hyper dangereux parce que à l'époque, les motos n'avaient pas tous les carénages qu'ont les motos maintenant, donc il y avait des chaînes, ils se prenaient des lacets dedans, les manteaux dedans, c'était hyper dangereux. Donc il fallait créer des vêtements à partir de rien, puisqu'il n'y avait pas de modèle. Il fallait créer des vêtements qui soient assez près du corps, donc qui ne débordaient pas partout et qui soient sécurisés, et qui soient aussi chauds ou blancs, etc. Et donc ils ont sorti en 1928, pas tout à fait ce modèle-là, celui-là il date d'après la guerre, mais en 1928 c'était déjà cette forme de col en deux rabats comme ça, avec une fermeture transversale, et puis la différence c'est qu'il y avait une grande poche en forme de D, comme ça où on mettait les papiers, il y en a certains disent aussi les revolvers qu'on pouvait ranger là-dedans. Mais c'était des vêtements techniques, des vêtements de moto avant tout. Et alors c'est vrai que les épaulettes, c'était pour coincer par exemple les sangles d'un sac. Oui, avec un sac à dos, on fermait l'épaulette et le sac ne s'envolait pas quand on roulait en moto. Et d'où vient effectivement la fermeture comme ça symétrique? Ça a de tout temps été comme ça, dès le début. Alors ça a coïncidé aussi avec... alors il y a plusieurs... mélange là, il y a une boîte qui s'appelle Talon qui a créé une fermeture qui s'appelait le zipper. Et le zipper, donc c'est la fermeture éclair, ce qu'on a appelé ici en France la fermeture éclair. Au début, les blousons de moto, les tout premiers blousons de moto fermaient avec des boutons. Et en fait, il fallait les plaquer, enfin il y avait un rabat, un au-dessus de l'autre pour vraiment s'isoler du froid. Et puis un jour, quand ils ont vu cette invention de la maison Talon, les frères Schott ont monté la fermeture éclair sur ce blouson, et voilà, ce blouson est né comme ça. Ils ont eu l'idée ingénieuse de ne pas la mettre droite, mais de la mettre un peu légèrement inclinée. Ouais. Alors, j'ai lu effectivement dans votre livre qu'ils ont commencé à les faire avec du cuir de cheval, puis en peau de chèvre. Avant, la peau de chèvre, c'est une parenthèse qui est restée pendant la guerre, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait plus, avec les restrictions
qu'il y avait un peu partout, tous les blousons de cuir, parce que ces blousons-là ont aussi servi de modèle pour l'équipement des policiers américains. Et Schott ont aussi bossé sur les premiers flight jackets, donc les blousons d'aviateurs américains. Et pendant la guerre, tous ces blousons étaient fabriqués en peau de chèvre qui coûtaient moins cher que du cheval et qui étaient aussi plus disponibles. Mais sinon, c'était la chronologie, c'est cheval, chèvre très peu, mais après, c'est passé au buffle. Au buffle, très bien. Et donc, vous disiez qu'ils avaient besoin de vestes un peu plus, j'allais dire, compactes. Et au pied, alors, c'est là où ils ont mis les Engineer Boys ou bien les Doc Martens? Ah non, les Engineer Boots, oui, absolument. Les Doc Martens, ce sont des chaussures de sécurité. Alors, montrez-nous effectivement ces Engineer Boots. Voilà, c'est ça, les Engineer Boots. Donc ça, c'est apparu à la fin des années 30. Et pourquoi Engineer Boots? Parce qu'elles avaient été conçues par une boîte qui s'appelait Chippewa, qui était dans le Wisconsin, qui faisait ça pour les ingénieurs et les géomètres qui bossaient sur les champs de pétrole. Donc il fallait faire une botte étanche, où on pouvait rentrer le bas de pantalon, on resserrait après avec la sangle du haut, là, et puis voilà, on se protégeait pendant qu'on allait bosser sur les champs de pétrole. Et en fait, les fabricants de motos et les motards ont vite trouvé que ces bottes-là étaient très utiles à la différence des bottes qui étaient lacées encore, donc qui pouvaient être potentiellement dangereuses pour les motards. Là, c'était juste une boucle et c'était beaucoup plus pratique aussi. Donc voilà, c'est devenu vraiment la botte des motards américains. Donc il y a eu plusieurs hauteurs. Ça, c'était la botte classique en 10 pouces, mais c'est vraiment la botte qui a fait, quand on voit la photo de l'équipée sauvage là, de Marlon Brando, tous les protagonistes sont chaussés avec ça. C'est ça. Et le Perfecto, c'est vrai qu'il a été utilisé pour la première fois qu'on le voyait, c'était dans ce film-là. Oui, c'est un film de 53, donc qui arrivait juste avant le rock, mais qui avait déjà un esprit, bien qu'il n'y ait pas une note de rock dans tout le film, puisque Elvis a sorti son premier 45 tours et que le rock est vraiment arrivé grâce à Elvis, parce que ça a été commercialisé grâce à lui. Bon, il y avait des prémices de rock qui étaient là depuis longtemps, notamment chez les musiciens noirs, mais ils n'avaient pas l'aura qu'a eu Elvis après. Et ce film, donc, qui est très rock dans l'esprit, en fait, tous les protagonistes sont habillés comme les futurs punks des années 70, c'est-à-dire ils ont un perfecto, un t-shirt, un jean 501 retroussé et ces bottes-là. Et les Doc Martens arrivent quand alors? Les Doc Martens, elles sont arrivées, alors ça c'est très précis puisque le modèle s'appelle 1460. Il s'appelle 1460 parce que c'est 1-4-60, 1er avril 1960. À la Saint-Hugues? À la Saint-Hugues. Fantastique, oui. Et donc, eux c'était quoi? C'était des bottes pour ouvriers? Oui, alors les premières Doc Martens, c'était, donc on va montrer les Doc Martens, là c'est les miennes qui sont noires, mais il faut savoir que les vraies premières Doc Martens, elles sont rouges. Parce que? Donc on en trouve encore des Doc Martens qui sont rouges, un peu framboises comme ça s'appelle cherry en anglais. Et elles étaient rouges parce que c'était des chaussures qui étaient destinées aux ouvriers qui bossaient dans les usines de poissons de l'East End londonien. Donc ces gens-là marchaient dans le sang de poisson toute la journée, et donc pour pas attacher leurs chaussures, ils avaient fait des chaussures rouges. Et en fait, les noirs, c'est une erreur de teinture. Un jour, il y a quelqu'un qui a balancé un mauvais produit dans la teinte du cuir, et voilà, on s'est dit qu'on allait garder finalement les noirs aussi, et puis finalement les noirs ont eu beaucoup plus de succès que les rouges, et c'est même devenu des chaussures. Alors ils ont eu une version, ça c'est la version la première, donc la version chaussures de sécurité, mais après ils ont fait des souliers qui ont équipé les bobbies, la police anglaise. Et c'est quoi? C'est 8 trous? Il y en a ça c'est 8 10. trous, oui. Après il y a les 10, il y a les 14. Ah oui, ça monte. Ouais. Et est-ce qu'ils ont été... j'ai l'impression qu'ils ont mis du temps à être portés, à être adoptés par les modes. C'est-à-dire que les premiers qui mettaient ça, c'était les skinheads, donc qui étaient un sous-groupe comme ça de rockers, on va dire, et elles sont revenues énormément à la mode avec les punks qui ont récupéré ça des skinheads.
Mais parallèlement, par exemple, comment il s'appelle, Townsend, le guitariste des Who, se baladait souvent au début des années 70 avec une combinaison de travail blanche et des Doc Martens sur scène. Il était souvent habillé comme ça. Donc on parle assez souvent du Royaume-Uni, des États-Unis, et en France, c'est arrivé quand? Parce que moi j'ai le souvenir de Johnny, d'Eddie, de Dick Rivers avec des Santiago, qui continuent d'ailleurs. Les Santiago étaient... Alors en fait on appelle ça en France les Santiago, c'est les bottes mexicaines. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs de cowboy, mais c'est vrai qu'elles ont eu beaucoup de succès. Ce style de bottes, c'est notre trio national de rockers, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers. En 2014, ils portent toujours des bottes voilà, comme ça. Quoi. Vous pas changer Ils avaient même un fournisseur aux États-Unis qui s'appelait Nudie. Et Nudie, c'était le gars qui fournissait tous les vêtements et les accessoires de ce qu'on appelle l'Americana. Donc c'était vraiment l'Amérique caricaturée, les chapeaux, les Stetson, les costumes très fleuris, là, brodés, etc. Et Johnny, Eddie et Dick allaient se fournir chez lui, donc à Los Angeles. Et ces bottes-là ont été les bottes des premiers rockers, mais bon, c'est vite passé de mode, on va dire. Et donc, les ingénieurs Boots, les Doc Martens sont arrivés assez vite chez nous aussi, ou bien non, ils ont mis plus de temps? Non, et même en Angleterre, en fait, ils sont arrivés en Europe grâce à un gars qui s'appelle Johnny Saunders, qui était le guitariste des New York Dolls, qui ensuite a monté un groupe punk qui s'appelait les Johnny Saunders and the Heartbreakers, et qui est arrivé à Londres en 1976 avec ses bottes, donc ses Engineer Boots aux pieds, et tout le monde a trouvé ça génial. Et du coup, les gens de Clash, les Sex Pistols, les Damned et tout ça, tous ces groupes punk se sont tous rués sur ce genre de bottes là, et après voilà, la mayonnaise a pris. Il n'empêche, vous semblez quand même assez un peu comme ça, léger pour les Santiago. J'ai découvert qu'il y avait 9 coupes de talons, 6 formes de pointe, 4 découpes de tiges, avec autant de variétés de cuir. Ah oui, c'est sûr que les fabricants de bottes mexicaines aux États-Unis, notamment les plus connus, les Tony Lama et je ne sais plus les noms exacts, mais on peut faire ces chaussures sur mesure. Il y a plusieurs largeurs. Quand on achète une botte aux États-Unis, on donne l'angle de la coupe du talon, le dessin de la pointe, la largeur du pied et aussi la longueur du talon. Mais c'est très, très précis tout ça. Donc on parle beaucoup de garçons, mais les filles, pendant ce temps-là, étaient en jean, on a compris. Les filles, alors là on est dans les années 50, mais il s'est passé un phénomène assez incroyable pour les filles, c'était ça, la mini-jupe. Donc ça, c'est apparu au début des années 60. Et pour le coup, s'il y a un objet culte qui est... Parce que là, on a parlé de plein d'objets cultes qui sont arrivés de plein d'endroits, du sport, de l'armée, du 19e siècle, du début du siècle, etc., et qui n'ont rien à voir avec les origines du rock. C'est des objets qui ont été appropriés par les musiciens ou les gens qui écoutaient cette musique-là. Là, pour le coup, c'est vraiment l'esprit rock qui a créé ça, enfin, qui a fait que ça a pu être porté un jour. Et donc qui a été le premier? Justement, le premier qui revendique cette mini-jupe, il y a une petite guerre là-dessus, entre Paris et Londres encore. Et Courrèges, côté parisien, revendique la création de la mini-jupe, et côté londonien, c'est Mary Quant, qui était une designeuse célèbre du début des années 60, qui était sur Carnaby Street, etc., qui revendique, elle, l'invention de ça. Mais c'est vrai que les premières filles à porter ça dans la rue, c'était en Angleterre. C'était vraiment le swinging London, le Carnaby Street, etc. C'était vraiment là que ça se portait. Et donc en passant
toutes ces images. Il y a les Ray-Ban qui passent et repassent. D'ailleurs, une des affiches, effectivement, l'affiche de notre exposition. Elles sont en majesté sur l'Auride. Voilà. Les fameuses Ray-Ban Aviator. Alors ça c'est pareil, tous les rockers ont eu ça sur le nez à un moment ou un autre, et ça date de 1937, mais ça n'a absolument rien à voir avec le rock. Mais comment ça se fait qu'un objet, voilà, c'est-à-dire il devient... parce que vous faites un film avec Marlon Brando, vous lui mettez ça sur le nez, et voilà, il y a je sais pas combien de millions de gens ont vu ça à l'époque, parce que les gens allaient beaucoup au cinéma, et c'est un impact, c'est direct. Donc ça c'était porté par Marlon Brando dans L'équipe est sauvage. Et il y a l'autre modèle qui est venu, qui est plus tardif. Alors ça c'est le modèle classique Aviator, c'est 1937, et dans les années 50 ils se sont dit qu'ils allaient renouveler un peu leur image, et du coup ils ont créé un autre modèle qui s'appelle la Wayfarer. Donc là c'est leur monture entièrement en acétate, plastique quoi. Et puis un design aussi qui a été, c'est pareil, ces gens-là ont fait deux modèles de lunettes, enfin ils en ont fait un peu plus aussi, mais ces deux-là ont inspiré tous les créateurs de lunettes de soleil depuis leur arrivée. Et est-ce que, par exemple, les vanités, vous savez, les têtes de mort, etc., sont arrivées très très tôt, ou bien annoncées au fur et à mesure pour commencer à porter des bagues avec des têtes de mort? Ouais, les références aux têtes de mort, c'était vraiment des rockers bien précis qui avaient presque ce droit-là à porter ça. Il y a des gens comme Lemmy Kilmister de Motorhead ou Keith Richards qui avait une bague à tête de mort toujours. C'est sûr que maintenant, en 2014, quand on voit le nombre de têtes de mort qu'il y a partout sur les fringues, avec des diamants cloutés, enfin, partout, qui n'a pas son t-shirt avec une tête de mort, enfin, vraiment, il y en a partout, il y a même des boutons de manchette, des cravates, etc. Donc avant tout, c'était vraiment, il fallait le mériter, c'était pas n'importe qui. C'était presque un code vous voyez, c'était une marque de reconnaissance dans un milieu à part quand même. Et tous ces musiciens, par exemple, de rock, comment dire, ça va sortir, leurs instruments, est-ce qu'ils ont fait en sorte que, par exemple, la batterie soit plus grande, que la guitare soit modifiée? Quel a été leur impact? La batterie, c'est une invention plutôt du jazz, donc c'était le premier club de jazz. En fait, la batterie, c'est un truc tout bête, c'était que les musiciens noirs qui jouaient dans ce qu'on appelait les juke joints avaient une scène toute petite, et qu'en fait, ces gens-là jouaient avec des instruments qu'ils avaient récupérés sur les fanfares militaires, donc il y avait la grosse caisse, il y avait la caisse claire, et en fait, ils jouaient avec tous ces instruments-là pour créer une nouvelle musique qu'on a appelée le jazz, qui est devenu le jazz après. Mais donc, ils jouaient dans une petite scène, ils étaient beaucoup sur scène, et plutôt que d'avoir un gars à la grosse caisse, un gars à la caisse claire, l'autre au cymbale, etc., on a regroupé tout en un seul bonhomme. Et donc il a fallu créer une pédale pour taper avec le pied sur la grosse caisse, mettre la caisse claire quelque part accessible sur le dessus, puis les cymbales comme ça. Donc voilà, la batterie est née un peu comme ça, petit à petit. Elle s'est développée, les pédales sont devenues plus solides. Au début c'était en bois, après il y a des trucs avec des ressorts, donc on pouvait jouer vraiment avec le pied. On a inventé ce qu'on appelle ici le Charleston, ça s'appelle le hi-hat. C'est les deux cymbales qui se télescopent comme ça. Et tout ça, ça a évolué. Et le rock a bien sûr récupéré les outils du jazz pour sa propre évolution. Mais est-ce que par exemple, je sais pas, les musiciens ont demandé plus de caisses? Est-ce qu'ils ont modifié effectivement le modèle d'origine? Il y a des batteurs très volubiles, comme le plus connu était Keith Moon des Who, qui se faisait faire des batteries sur mesure. Donc il est parti de son set normal comme ça, il jouait avec une marque qui s'appelle Première. C'est une marque de batterie qui a été créée dans les années 30 à Londres. Et ce modèle-là, en fait, qui est un modèle de base, lui, il avait deux grosses caisses, il avait trois tomes basses. Donc les tomes basses, c'est le gros tome qui est sur le côté gauche. Il avait plusieurs tomes
médiums qui sont au-dessus, là, voilà, ça faisait une espèce d'énorme usine à gaz comme ça, sur lequel ils tapaient comme un fou. Et ça, c'est devenu aussi typique des batteurs de rock, et plus tard de hard rock, qu'on appelle le heavy metal et tout ça, c'était des énormes batteries avec plein d'accessoires. Et pour les guitares, est-ce que ça a évolué Alors les guitares électriques, c'était la toute première de série. Donc c'était celle-là, la Fender Telecaster. Elle est sortie en série en 1949. Et en fait, elle n'était pas du tout destinée aux rockers, c'était destinée aux musiciens de country, bluegrass, etc. qui pouvaient jouer donc, et commençaient à s'amplifier, parce qu'en fait on avait un problème avec les guitares classiques sur lesquelles on mettait un micro, ça faisait un larcène. Parce qu'à cause de la résonance de la caisse, dès qu'on mettait beaucoup de volume, tout de suite on avait une résonance et ça faisait un bruit impossible. Et il y a un électronicien de génie qui s'appelle Leo Fender qui bricolait des radios dans son arrière-boutique, qui a commencé à réfléchir à faire une guitare qui ait le volume nécessaire à vraiment à se faire entendre, sans avoir les inconvénients des guitares qu'on amplifie avec des micros. Et du coup, il a créé ça. C'était la première solide, ce qu'on appelle une solid body, donc une guitare à corps plein. Et donc, il n'y a aucune résonance et on peut jouer en mettant le son très fort. Mais c'était pas pour le rock, c'était pour la country. Et le rock n'a pas modifié, ils n'ont pas ajouté, par exemple, des... En fait, en 54, donc 5 ans plus tard, il a créé une autre guitare qui s'appelle la Stratocaster, qui est hyper connue, qui ressemble vaguement à celle-là, mais un peu plus moderne, avec 3 micros, etc. Et là, toujours pas pour le rock, mais c'était pour avoir plus de combinaisons. Et là, les premiers rockers ont commencé style Buddy Holly, comment il s'appelle, Ike Turner aussi jouait là-dessus, et là, il y avait vraiment un outil qui en 2014 est toujours une des premières guitares les plus longues du monde. Et donc, alors on va arriver effectivement à votre beau chouchou parmi tous ces objets. C'est sur quoi on écoutait de la musique, sur le son. Donc, ça a beaucoup évolué quand même, du petit tourne-disque à la chaîne. Quand on écoutait du rock, en général, on était d'un milieu pas forcément favorisé, donc c'est un milieu modeste, et en France, en l'occurrence, les rockers, ils écoutaient leur musique là-dessus, sur ce genre de... Bon, ça c'était valable aussi pour les États-Unis et l'Angleterre. On avait des petites marques de tourne-disques qui sortaient pour les jeunes. Parce que évidemment le rock, c'était pas du tout la musique des parents. Et donc les jeunes avaient ces petits engins-là pour écouter leur musique. Et c'est assez bluffant aussi quand on prend ces petits appareils dans les tout, c'est que quand on pousse le son, dans une pièce comme ici, on peut faire une sonorisation correcte. On faisait des booms dans les années 60 avec ça, et voilà, on mettait les 45 tours, et puis on faisait le DJ sur un coin de table. Et après, la chaîne est arrivée quand la chaîne hi-fi. Alors tout ça, ça a basculé en fait, la hi-fi, en fait, la reproduction sonore vraiment de qualité était réservée aux gens fortunés, et donc les notables qui écoutaient absolument tout sauf du rock, donc ils écoutaient de la musique classique au mieux ou au pire du jazz. Et donc ils écoutaient ça religieusement, assis sur des fauteuils, machin, avec la pipe, et on écoutait sa platine Torrens avec la cellule machin et les enceintes de JBL, etc. Ça c'était au début des années 60. Et fin des années 60, les Japonais arrivent avec des appareils qui sont 3 fois moins chers, qui font 3 fois plus de bruit et qui sont pratiquement d'aussi bonne qualité. Pas vraiment, mais bon, ça s'est beaucoup amélioré ensuite. Mais c'est vraiment eux qui sont arrivés, les Japonais, avec du matériel de production sonore pas cher et qui ont des bases, n'ont pas survécu pendant 71, c'est plié. Et aujourd'hui, quel est le nec plus ultra pour écouter? Si on veut vraiment écouter, si on a encore des 33 tours. Alors en fait, le Next plus ultra n'existe pas. C'est comme si vous me demandiez quelle est la plus belle voiture du monde. C'est un truc, il y a toujours au-dessus, il y a toujours un... Oui, c'est aussi varié que ça. Ah oui, c'est sans fin. Il y a des trucs, je sais pas, des platines
personne ne connaît, qui sont faites à 20 exemplaires. Mais bon, il y a des marques. Déjà, quand on va chercher des reproductions un peu anciennes, vintage, comme ça, voilà, ça, par exemple. Bon, celle-là, elle est un peu esquintée, c'est une platine de DJ qui vient d'un club. Mais ces platines-là, mine de rien, elles ont sauvé quelque part l'industrie du vinyle. Là, ce sont les DJ au début des années 90 qui ont toujours travaillé là-dessus. Qui continuaient à écouter des vinyles. Moi, je me souviens, au début 93 ou 94, quand on allait à la FNAC, il restait, je sais pas, un stand grand comme ça avec des vinyles. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vinyle. Le vinyle était mort, c'était le CD, etc. Et les DJ, en fait, eux, ont continué à travailler sur les vinyles. Donc, cette marque, la Technics, a continué à fabriquer cette platine qui date des années 80, qui date de 79, je crois, MK2, et qu'ils ont arrêté de fabriquer en 2010. Et en fait, il y a un renouveau sur le vinyle. Là. Alors, ça fait quelques années qu'on en parle, mais c'est pas du tout évident. Milieu des années 90, début des années 2000, de parler de vinyle, on regardait avec des yeux comme ça, quoi, les vinyles, mais j'ai balancé ma collection, les belles lurettes. Et là, ça revient. Et là, ça revient. Et donc, je vais poser ma question autrement. Sur quoi vous écoutez vos disques? Eh bien, j'écoute sur des vinyles, ma pauvre Bernard. Mais oui, mais est-ce que vous l'écoutez sur cette machine ou pas sur une autre machine? Ah oui, pardon, des albums. Oui. Ouais, je pense les albums sur du vinyle. Mais j'écoute, oui, j'en ai une comme ça, un peu plus vieille que celle-là en fait, puis un peu plus alambiquée, mais... Et le son est excellent. Le son est assez excellent, mais évidemment, moi je suis un collectionneur, donc j'ai plusieurs systèmes chez moi, donc plusieurs platines. Je varie les plaisirs. J'ai une grosse platine énorme qui est dans le bouquin, qui vient des radios allemandes, mais qui ont été vendues dans toutes les radios après. Ça s'appelle ENT, c'est du gros matériel professionnel, mais c'est incroyable. À la boutique, j'ai une machine qui date de 62. Vous allumez le truc, ça tourne, voilà. On ira voir la boutique. Mais en attendant, est-ce que quelqu'un a des questions pour M. Corbière? Bonjour, je m'interrogeais sur l'aspect politique de ces groupes, les modes, les dédits, après les skinheads. Est-ce que c'était des groupes qui avaient aussi des opinions politiques tranchées? Est-ce qu'il y avait quelque chose de ce registre-là au-delà de l'aspect vestimentaire? Il n'y a jamais eu vraiment de récupération politique, à part justement dans des cas extrêmes comme le National Front en Angleterre qui récupère les skins dans la fin des années 70. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des mouvements qui soient apparentés à telle ou telle pensée politique, on va dire. Après, chez les punks, il y a eu quelques groupes comme le Clash par exemple qui étaient très politisés, mais il y avait eux, après les Sex Pistols, qui faisaient une musique qu'on peut dire proche, était absolument pas politisée. Pareil, au sein des Beatles, il y avait John Lennon qui était plus politisé que les trois autres qui n'étaient absolument pas concernés par les problèmes socio-politiques des années 60. Enfin, voilà, il n'y a jamais eu vraiment de milieu hyper politisé. Bonjour. Sur les Doc Martens, vous avez parlé de chaussures pour des poissonniers. Les ouvriers des poissonneries. J'ai toujours entendu dire, et alors j'ai vérifié sur Wikipédia, c'était des chaussures orthopédiques. Ouais, au tout début. En fait, c'est une. Alors je vous explique, c'était des chaussures orthopédiques en Allemagne, parce que ça a été inventé par le docteur Mertens. Et en fait, ce type-là, un jour, faisait des pubs dans les journaux. Il y a une boîte anglaise qui a vu, je ne me rappelle plus le nom de la boîte anglaise, mais qui a vu ces pubs et qui s'est dit tiens, ce serait bien de faire un deal avec ce gars-là. Ils avaient trouvé en fait l'allemand avait trouvé le système des trous d'air dans les semelles. C'est pour ça que c'est des chaussures orthopédiques. Et eux en fait avaient en tête de faire des chaussures de sécurité confortables. Donc ils ont fait un deal, ils ont eu le droit d'utiliser le nom de l'inventeur, Dr Martens, qui est devenu Martins, mais c'est Martens, Mertens. Et voilà, ils sont partis sur leur création à eux avec la couture jaune, etc. Ça n'existait pas en Allemagne.
C'est popularisé. Le modèle allemand en fait était destiné aux femmes de ménage et enfin, c'était vraiment des trucs orthopédiques, quoi. Aux dames qui avaient un peu d'âge, qui n'avaient absolument rien à voir. No more questions? Et vous savez tout sur le rock et les objets de rock. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait que selon vous, la mode est toujours hyper attirée par le rock? Quand on voit par exemple Vivienne Westwood dans les années 80, Marc Jacobs avec le grunge, maintenant avec Slimane, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce qu'il y a une identité vestimentaire si forte qui fait que même la mode la plus haut de gamme, on va dire, est attirée par cet univers? Alors déjà, la mode, elle est attirée par le rock depuis depuis les années 60, on va dire. Des gens comme Courrèges, etc., sont inspirés de la pop culture. Et ça a démarré dans les années 60. Avant, la mode, c'était modèle numéro 25, ça se passait ici d'ailleurs, pas loin. Modèle numéro 25, petit tailleur avec poche cousue, c'était ça la mode. Et puis un jour, il y a une dame qui s'appelle Marie Quant, justement, celle qui revendique la création de la mini-jupe, qui a fait des défilés avec de la musique. À l'époque, c'était du jazz, à la fin des années 60. Et ces mannequins dansaient. Donc ça a créé un truc, et voilà, c'était le début de l'intrusion de la pop culture dans la mode. Les noms que vous me citez de Eddie Slimane et de Vivienne Westwood, c'est des gens qui étaient complètement dans le rock, mais à fond. On voit le travail d'Eddie Slimane sur l'expo. Et Vivienne Westwood, c'était la compagne de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols. Ils étaient à fond dans le rock. Donc voilà, eux-mêmes ont fait sortir leur background sur les podiums de mode. Merci, oui, merci. C'est aussi une histoire de cycle. De temps en temps, effectivement, manque d'inspiration, on revient, ou bien inspiration extrême, on pique toute culture. Tout revient fatalement, ça tourne. En ce moment, c'est... à un moment, on se disait les années 80, ça ne va jamais revenir. Puis en fait, on s'arrête là. Alors, j'ai juste quelque chose à vous dire avant d'applaudir les cornières, que notre dernière rencontre aura lieu le 11 janvier avec une femme sans sas, comme on dit, qui s'appelle Agnès Guéraud, qui est normalienne, agrégée de philosophie et musicienne et chanteuse. C'est une femme vraiment que j'ai rencontrée la semaine dernière et elle est merveilleuse. Elle vient de sortir un disque qui s'appelle Adieu enfance, c'est du New Wave qu'elle chante. Donc vous pouvez la retrouver ou voir un peu ce qu'elle fait sur son blog qui s'appelle La Féline. Elle va nous parler de la féminité dans le rock et c'est le 11 janvier. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on remercie chaleureusement notre conférencier. On l'applaudit.